Merci à tous de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Donc, je vais essayer de présenter rapidement, en gardant un œil sur la montre, quelques résultats d'une recherche qui est en fait beaucoup plus globale que le petit bout que je vais vous donner à voir aujourd'hui, puisque ce que j'ai fait dans le cadre de l'USI, ça s'inscrivait dans une recherche collective sur l'essence de l'agitation, comme vous avez pu le voir là rapidement. Donc c'est une recherche sur les parcours des enfants agités. Donc je vais essayer de présenter rapidement la recherche et puis je vais en venir au morceau qui concerne plus précisément ce qui a été fait à l'USI, c'est quelles réflexions on peut en tirer. Donc c'est une recherche qui est partie d'une entrée assez large sur la question de l'agitation. Qui n'est pas partie comme d'autres recherches sur un diagnostic en particulier, parce que ce qui nous intéressait, plusieurs des membres du groupe, c'était justement de comprendre comment, du côté des familles, mais du côté des professionnels aussi, à partir de symptômes, de comportements, on en vient à construire un parcours de l'enfant qui peut s'inscrire dans un diagnostic, mais aussi potentiellement dans un autre diagnostic, ou dans, au contraire, pas de diagnostic du tout. Et ce qui nous intéresse, c'est comment se déploie une diversité de parcours à partir de traits de comportement qui peuvent paraître communs au départ. Voilà, on en est toujours là. Donc, une des spécificités dans ce champ de l'agitation, c'est qu'on a un champ qui est très clivé au niveau professionnel, avec des approches concurrentes, différentes, même si, là encore, je vais passer très vite, mais sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions intermédiaires et de bricolage. Et donc nous, on essaye de voir comment, pour les enfants, différentes dimensions de leur parcours, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau des soins, au niveau administratif, ça se construit petit à petit et ça se croise et ça se complexifie parfois quand les différentes sphères sont mises en relation. Bon, je dirais un mot à la toute fin des perspectives, notamment un peu de comparaison internationale, parce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent sur des sujets proches dans d'autres pays avec qui on est en lien, et c'est intéressant de se rendre compte que les choses ne marchent pas du tout pareil. Alors, au niveau de la méthode, on a fonctionné de manière essentiellement qualitative en faisant ce qu'on appelle des monographies de territoire, c'est-à-dire en prenant sur des quartiers différents acteurs qui sont en lien avec les autres, des centres de soins, des familles, des écoles, les maisons départementales des personnes handicapées aussi. Ça a été fait sur deux villes, enfin deux départements plutôt, Paris d'un côté, le département du Nord de l'autre, parce que c'est aussi deux labos associés qui sont dans ces deux départements qui ont conduit la recherche. On a ajouté des entrées complémentaires à ces entrées principales par les centres de soins, dont l'USIS faisait partie, pour essayer d'avoir le plus possible de variété dans les parcours des enfants. Donc on est passé, comme je le disais, par les maisons des personnes handicapées, par le biais desquelles on a aussi rencontré des familles, et par une association qui promeut le diagnostic de TDAH, donc ce qui n'était pas forcément le cas dans les centres de soins par lesquels on est passé. Alors, pour vous donner un aperçu, je ne vais pas détailler la diapo de tout ce qu'on a fait au niveau de l'ensemble du collectif de recherche. On a mené beaucoup d'observations dans les centres de soins notamment, des observations de réunions. Il y avait aussi des observations parfois de groupes, de consultations, donc en tout plus de 300 observations. Des entretiens avec les professionnels, des entretiens avec des familles rencontrées par divers canaux, donc les centres de soins, les maisons départementales des personnes handicapées, une association. Et puis on a, pour finir, construit des petites bases de données à partir des dossiers, des fiches de première demande auxquelles on pouvait avoir accès, donc des bases de données anonymisées pour avoir un peu une vision globale et des données de cadrage pour tout ça. Au niveau de la recherche globale, on essaye de tirer différents fils, différents résultats, donc, que vous voyez là. Un premier ensemble de résultats sur les conceptions et les pratiques des professionnels de soins et la manière justement dont on peut bricoler des pratiques à partir d'approches qui peuvent être très différentes les unes des autres. On a une deuxième étape dont je vais vous parler un petit peu plus dans un instant, qui consiste à
prendre en compte la diversité des configurations qu'on peut trouver d'un endroit à l'autre, parce que ce n'est pas seulement les approches et les pratiques de soins qui varient, mais c'est souvent conjointement à la fois les pratiques de soins, le public qui est accueilli, la forme de l'organisation familiale, la forme du parcours scolaire aussi, et donc on essaye de bien montrer que les cas de figure sont très variés d'un endroit à l'autre. Et enfin, dernière dimension, on essaye de réfléchir en termes de parcours, de comprendre aussi les changements, les ruptures au sein du parcours de chaque enfant. Donc je vais insister en quelques minutes sur une configuration particulière qui est celle qu'on avait observée du côté de l'USIS. Donc une configuration qu'on a essayé de décrire en parlant de proximité clinique et de distance sociale. Donc à l'USIS, c'est moi et Amélie qui faisaient partie aussi de l'équipe qui avons beaucoup été sur le terrain. Donc c'est un terrain qu'on a tous les deux trouvé très accueillant, où le sociologue a réussi à trouver sa place assez vite, de manière à la fois productive et agréable. On a participé à beaucoup de choses, donc moi sur une durée d'1 an et demi. Et alors, je vais aller tout de suite à un point essentiel dont je voulais vous parler. Ce qui me semble intéressant, c'est de remarquer qu'on est dans un contexte où, au niveau des politiques publiques, il y a une injonction très forte à travailler en partenariat avec les familles, en partenariat avec beaucoup d'institutions aussi. On doit travailler non plus en théorie sur les familles, mais avec les familles. On doit justement, comme l'a dit aussi Amélie, chercher à éviter le plus possible les séparations, à garantir la continuité des parcours. Or, dans une configuration comme celle-là, on est dans un cas assez particulier, où on a des enfants accueillis qui ont un profil particulier, qui sont là en raison d'indications particulières, mais on a aussi des familles plus généralement qui sont particulières. C'est souvent dit à l'USIS que les enfants sont orientés non seulement pour les comportements qu'ils présentent, mais aussi pour les caractéristiques de leur famille, qui sont souvent des familles qui rencontrent de grandes difficultés à la fois sur le plan social, sur le plan psychique aussi. Et pour faire des familles des partenaires, pour travailler avec des familles, pour instaurer une continuité de soins, il faut des ressources particulières. Et c'est en partie paradoxal d'avoir une injonction de travailler avec des familles qui elles-mêmes sont dans des difficultés telles que construire un partenariat, comprendre ce qui se passe au niveau d'une institution comme l'USIS, c'est extrêmement difficile. Donc je voudrais insister sur l'idée que le travail sur les familles, c'est pas quelque chose de complètement dépassé et d'absurde. Il y a des cas, il y a des conditions dans lesquelles ce travail sur les familles, il a effectivement lieu comme ça, que c'est nécessairement un travail qui est en partie, parce qu'on peut aussi bricoler d'autres choses, mais en partie à contre-courant des grandes injonctions qu'on peut avoir sur le partenariat, et que c'est malgré tout important, parce que ces familles-là, ce sont des familles qui sont loin des soins, à plusieurs titres, loin aussi socialement, parce que le fait de se diriger vers ce genre de structure, de mettre en place des soins comme cela pour ces familles-là, c'est extrêmement compliqué, c'est pas dans leurs habitudes, ça peut être vu de manière très négative, et donc c'est des familles qu'il faut aller chercher. Alors je le dis souvent, très concrètement dans le cadre de l'USIS, parce que c'est un des cas où on accepte d'aller chercher les enfants à l'école et chez eux. Ça nécessite une organisation qui est complexe, mais aller chercher les familles et les enfants, ça a aussi un sens symbolique, c'est aller chercher des familles qui sont très loin des soins. Alors on est dans une situation très particulière, où on est à la fois très proche des enfants, où on les voit beaucoup, où on les connaît beaucoup, donc une grande proximité clinique, et en même temps une grande distance sociale, à plusieurs titres, comme je le disais, par rapport aux familles, et c'est cet équilibre-là que l'équipe essaye de tenir. Pour terminer, il me semble qu'on a d'un côté, pour parler un peu de la dimension parcours, des effets de socialisation très classiques en sociologie qui font qu'il y a certaines familles qui ne se trouvent pas à leur place dans ce genre de structure, et dans d'autres aussi, qui au bout de quelques temps vont lâcher les soins, vont arrêter de venir, ou alors ça va provoquer des conflits. Donc c'est aussi ça le quotidien de l'institution. Donc on peut très clairement relier ça à des
propriété sociale de certaines familles qui soit ne peuvent pas maintenir l'engagement avec ces structures-là, soit ne sont pas d'accord avec ce qui est fait ou ne comprennent pas ce qui est fait dans ces structures-là. Et à l'inverse, c'est le dernier point que je vais développer, il me semble qu'il est intéressant de noter aussi des formes de contre-socialisation, c'est-à-dire que ces enfants qui viennent et qui sont presque tous issus de milieux défavorisés, de milieux en difficulté, au contact des soignants, il se passe quelque chose sur le plan psychique, sur le plan des soins, mais il se passe aussi quelque chose sur le plan social, c'est-à-dire qu'ils rencontrent des manières de faire qui sont très éloignées de ce qui se passe dans leur famille. Et cette forme d'acculturation, il y a des fois où ça ne prend pas du tout, mais il y a des fois où ça peut prendre, et où finalement, je vais reprendre un peu le fil de ce que disait Amélie aussi, il y a une séparation finalement qui se fait, mais pas une séparation brutale avec la famille, comme dans le cadre d'un signalement ou d'un placement, mais une séparation progressive de certaines manières de faire, de certaines manières de voir le monde, parce qu'au contact des soignants, avec cette logique aussi de réflexivité, de maîtriser ses affects, de réfléchir à ce qu'on est, de réfléchir à son comportement, ça inscrit les enfants qui s'accrochent à ça dans une trajectoire de mobilité sociale finalement. Et donc il y a des cas intéressants sur ce terrain et sur d'autres qui ne sont pas forcément majoritaires parce que c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place, mais pour certains enfants, il y a quelque chose qui se joue aussi sur le plan social et de la mobilité sociale, et ces effets de contre-socialisation, il me semble intéressant à creuser. Donc là, je n'ai pas le temps de donner tous les détails, mais ils sont liés à des cas particuliers avec des propriétés, là encore, particulières. Donc, je vais m'arrêter là. Question. Oui. La contre-socialisation dont tu parles, elle vaut aussi pour les familles ? Ça, c'est une question encore plus compliquée. Dans ce qu'on a vu, c'est assez peu le cas. C'est-à-dire qu'on observe quand même un grand nombre de malentendus parce que les équipes veulent faire passer beaucoup de messages en direction des familles, soit quand ils les voient directement, soit à travers les enfants. Et quand on va faire des entretiens avec les familles, on se rend compte que ça fait bouger les familles, mais très rarement de la façon dont on l'avait prévu. Les familles décryptent extrêmement mal la plupart des messages qui sont transmis, et en même temps, le simple fait de sentir qu'il y a des messages, de voir des choses, ça les fait bouger. Donc je pense que c'est pas une contre-socialisation, c'est pas une autre forme de socialisation aussi directe que pour les enfants qui sont qui vivent une partie de leur temps important avec les soignants. Les familles, ça les fait bouger, je pense, différemment et dans un sens beaucoup plus imprévisible en fait. Voilà, je voulais juste, pour terminer, dire que la recherche n'est pas tout à fait encore terminée, elle est sur la fin, mais qu'il y a 2 prolongements qui nous semblent intéressants. Le prolongement international que j'ai très rapidement évoqué, puisqu'on travaille avec des équipes qui sont dans des contextes extrêmement différents, où par exemple les centres de santé publique ne fonctionnent pas du tout pareil, diagnostiquent très très vite, vont rapidement vers des traitements médicamenteux dans le cadre de l'agitation par exemple, donc ça fait des différences importantes. Et la deuxième piste qu'on voudrait essayer de prolonger, c'est des choses qui ont déjà été évoquées ici, c'est d'essayer de prolonger le partenariat entre les sciences sociales, la sociologie et le monde de la clinique. Et donc, il y a des réflexions en cours autour de la création en commun, y compris de structures, avec l'idée que les sociologues ils peuvent aussi avoir une double casquette, celle d'observateurs, de chercheurs. C'est important d'avoir des regards extérieurs aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en même temps, peut-être qu'au niveau plus interne, il peut y avoir une complémentarité intéressante. Il ne s'agit pas non plus là de complètement mélanger et confondre les différentes positions, mais les savoirs des uns et des autres peuvent avoir de la complémentarité. On a du mal à faire ça, mais c'est une piste qui nous semble intéressante et qu'on voudrait au moins essayer de poursuivre. Merci à tous. Je reste une seconde juste s'il y a quelques questions de la salle. Une toute petite remarque, si vous permettez. C'est un peu à l'échelle de mon expérience personnelle, ce que je trouve tout à fait là illustré et tout à fait nouveau depuis maintenant quelques années. Mais là, on le voit au travail dans des situations qui se diversifient. C'est effectivement
l'entrée de gens qui, dans des conditions diverses, sont des chercheurs dans le champ donc là d'unités d'hospitalisation à temps partiel ou dans d'autres champs. Je trouve que on est en train de commencer à découvrir. Ça pose plein de questions. Ça a peut-être parfois des prolongements assez clairs en recherche-action. Ça a parfois peut-être le mérite de poser des questions un peu compliquées, mais moi ce qui me frappe, c'est que du temps de mes débuts dans le champ psychiatrique, c'est au milieu des années 70, il n'en était pas question du tout. Je veux dire, c'était des mondes qui s'ignoraient totalement. Je trouve que sur ce plan-là, et non sans quelques difficultés, ce qui est montré là d'une manière extrêmement vivante et concrète, c'est très excitant intellectuellement. Je ne sais pas ce qu'il en sortira pour les uns, pour les autres. Il y a des ébauches de pistes, mais je trouve que c'est quelque chose qui contribue aussi, à l'évidence, au dynamisme de l'association du CEREP. Enfin, je trouve que le CEREP est porteur du COPES, mais le CEREP est porteur de préoccupations de recherche dans différents lieux. Et là, je trouve qu'on a deux exemples extrêmement intéressants.